Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Dans son intervention lors du 2e congrès du NMP, le professeur Emmanuel Pondy a magistralement exposé sur les grandes lignes du panafricanisme et son impact géopolitique sur le champ international. Le président Bondakani présentera le professeur Emmanuel Pondy au public comme un homme de très haute valeur morale et intellectuelle qui a apporté une nouvelle dynamique dans l'avancée du panafricanisme. Suivons maintenant les interventions du professeur Emmanuel Pondy, du docteur Bertrand Tassinda et du président Bondakani. Suivons. Il est en train de répondre à la question de manière claire, en faisant des gros discours. Comment les panafricanistes peuvent-ils impacter un changement géopolitique et géojuridique du champ international? Si on remet, il a ajouté une dimension clinique. Il a dit que le NMP c'est un parti clinique. J'ai bien compris ça. Il a dit que nous devons nous soigner, nous sommes malades. Non, doit soigner. Le NMP doit soigner. Oui, c'est vrai que moi je parle autrement, en disant nous. Et nous englobant, non. Je me reconnais aussi à travers ceux qui viennent se soigner. Je peux le faire. Donc pour dire qu'il a pris un exemple simple. Déjà accepte une identité fausse qu'on leur impose au nom de leur ville, en disant que non, vraiment, on accepte ça parce que celui qui a donné une identité fausse, c'est un Allemand. Autrement dit, c'est un blanc. C'est un blanc. Alors là, c'est vraiment un cas clinique. Là, c'est un cas clinique qu'il faut soigner. C'est nous qui détenons la vraie appellation. Voilà. On ne la met pas. Et il rejoint par là France Fanon, qui connaît d'ailleurs très bien, qui est l'un des panafricanistes, qui a posé ce problème-là, sur cet angle-là, parce qu'il était d'abord psychiatre de formation. Voilà, et puis ça l'a amené à orienter sa réflexion, à intégrer dans sa réflexion les éléments de sa profession, de sa formation. Il s'appelait France Fanon, une clinique. Alors, tout ce qu'il a dit a des conséquences. Si nous le mettons en cause, si nous reconceptualisons le monde, ça veut dire que nous n'acceptons pas, ce n'est pas un vain mot, ce qu'on nous dit des relations internationales. C'est ce que nous a dit jusqu'à présent. C'est que nous disons qu'il faut repenser l'ONU, il faut reconceptualiser l'ONU. Reconcevoir, ça veut dire qu'il faut concevoir, c'est accoucher une chose. Je conçois une chose. Donc si je conçois une chose, ça veut dire qu'avant que je conçoive une chose, elle n'existait pas. Autrement dit, l'ONU n'existe pas. On est dans les concepts. Il faut reconcevoir. Parce que l'ONU qui est là, ce n'est pas notre affaire. On y est, par diplomatie, par sagesse, par intelligence, mais de manière fondamentale, ce n'est pas notre affaire. Donc, il faut remettre tout ça à terre par l'arme du concept. L'arme du reconcept. C'est ce qu'il est en train de dire. Pareil pour le FMI et la Banque mondiale. On vous a dit que un Tintin se met à Washington et décide qu'un Africain, un Camerounais, ait une somme de $. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous êtes une somme de $. Même quand disons qu'on vaut $1 million, c'est inacceptable. On n'est pas une somme de $, nous sommes des êtres humains. C'est-à-dire capables de réfléchir plus que celui qui me détermine en quantité de $. C'est ce qu'il est en train de dire. Ce qui veut dire que si on prend ça au sérieux, au moins, on traite d'égal à égal avec les savants autoproclamés qui viennent ici en bombant leur torse, dire que le président de la Banque mondiale, du FMI, machin et consort, qui sait tout a priori. Mais comme on ne peut pas le faire égal à égal parce que dans les conditions actuelles, ça veut dire ce que ça veut dire. On est obligé de démontrer à ce type-là qu'il ne sait pas de quoi il parle. Je suis en train de dire qu'il faut qu'on apprenne au FMI, à la Banque mondiale, ce qu'on appelle l'économie. Ils ne savent pas ce que c'est. Il faut bien comprendre quand quelqu'un parle. D'abord, c'est un diplomate. Il a un langage diplomatique. Il respecte, c'est un institutionnel, c'est un homme sérieux, il est recteur de l'université. Donc, il dit des choses, nous on comprend bien ce que ça veut dire. Dit ça à la Banque mondiale, au FMI. On est fatigué quand même de voir que même nos ministres africains sont très heureux quand ils ont une note positive qui vient de ce côté-là. Mais c'est quand même terrible de voir qu'un dernier de la classe corrige un potentiel premier. Et le potentiel premier se réjouit
de ce qu'il est corrigé par un dernier réel, qui fait peur au potentiel premier de dire que je suis un premier. C'est vrai dans tout. Regardez l'OMS. L'OMS qui vous dit, le directeur ou c'est qui ou c'est quoi de l'OMS. Bon, comme le professeur est là, je vais le respecter sa présence parce que bon, je tiens compte de son statut. Je ne vais pas dire, je ne vais pas être méchant en sa présence. Il y a une concession que je lui fais parce qu'il est là. Il dit certaines choses. Maintenant, le type qui est à l'OMS là, il dit que l'Afrique, ça va être 1 million de morts en coronavirus. L'unité de morts. Il a dit. Mais nous pensons que quand un directeur de l'OMS, en plus, mais c'est un certain niveau. Mais comment on peut expliquer une telle idiotie venant de la bouche de quelqu'un qui est directeur général de l'OMS? Comment on peut expliquer un tel crime? C'est ce qu'on attendait du directeur général de l'OMS. Un médecin parle comme ça à un malade. Ce sont les principes déontologiques élémentaires de la médecine. On ne parle pas comme ça à un malade. Vous l'avez déjà tué. Celui qu'on appelle secrétaire général de l'ONU. J'ai dit que comme il est assis, je ne vais pas dire certaines choses. Il sort de son trou. Au lieu de se taire, il vient dire on va compter par unité de millions de morts en Afrique. Pendant qu'il était en train de dire ça, on comptait les vrais morts en Italie, En Espagne. aux États-Unis, en France, en milliers de morts. Ils ne voyaient pas ça. Et pour montrer à quel niveau ces gens sont racistes et malades, ils sont gangrénés à un niveau élevé. Il y a les morts réels en France, aux États-Unis, les morts réels, partout en Europe. Il refuse de voir ça parce que pour lui, les morts ne peuvent pas être là-bas. Ça doit pas commencer en Afrique. Et comme il y a les morts en Italie, ça ne peut pas être des morts. Plutôt ce n'est pas en Afrique. Il est secrétaire général de l'ONU. Et on nous demande de respecter ces gens-là. C'est très compliqué pour moi. Mais comme il est là, on ne va pas dire certaines choses. Si vous saviez ce que moi je pense, vous n'auriez pas ça. Je le sais, prof. Donc, il nous a invités à une révolution mentale, à une révolution intellectuelle. C'est ça qui parle. À une révolution, une rupture épistémologique. C'est un gros mot, mais Non, c'est ça. on ne peut pas dire mieux. C'est bien ça. Rupture épistémologique. Donc, on va renverser tout ce qu'on a appris jusqu'à présent venant de ces gens et mettre sur la table la vérité des concepts. C'est ce que nous avons. Donc, professeur, vous nous avez satisfait profondément. Et de manière professorale. De manière professorale. Vous avez satisfait profondément. Je sais qu'il y a des questions énormes dans la salle. Et d'ailleurs, c'est la partie que lui il aime le plus. Vous voyez, c'est un pédagogue. Il parle très peu pour susciter des questionnements. Et là, il va encore déverser toute la science, tout ce qu'il nous a gardé. Professeur, merci. Merci également. Merci beaucoup. Donc, je vais repasser la parole au président du Congrès pour animer les questions-réponses. Réponse. Oui, nous allons prendre. Libre de poser toutes les questions qui veulent. Le professeur dit, sentez-vous libre de poser toutes sortes de questions qui vous viennent à la tête. Il m'a dit de vous dire ça. Nous allons prendre une première série de questions. Cette synthèse. Oui. Président. Commençons par M. Tatinda. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. C'est un immense honneur pour moi d'avoir vous parlé. Parce que je m'étais toujours dit, comment je vais rencontrer le professeur Pondi? Je suis là. Parce que j'ai entendu parler du nom Pondi à la maison. C'est-à-dire que mon père parlait de ce monsieur comme ces gens qui ont accompagné le président Ahidjo pour construire cet État. Avec sérieux, rigueur,
j'ai presque envie de dire que vous avez été programmé pour être ce que vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire quand on a un papa qui est intègre, intelligent, honnête, rigoureux, sérieux, on produit un professeur Emmanuel Pondy. Je le dis souvent à mon ami Mathias, que toi aussi, tu as été programmé pour... Micro. On ne peut pas avoir pour papa le célèbre professeur Joseph Oona et avoir un fils qui n'est pas intelligent. Vraiment, professeur, acceptez que nous revenions même avec des questions. Professeur, la première question, qu'est-ce que vous pensez de l'Union africaine? Je le dis parce que c'est un débat qui souvent nous a fait sortir de nos tripes. Quand on a vu la façon dont est arrivé au pouvoir M. Ouattara. Par votre présence ici, nous serons très polis. Ça nous a fait mal. L'assassinat du colonel Kadhafi, l'assassinat de de Thomas Sankara, les exemples que vous avez pris. Qu'est-ce que vous pensez de l'Union africaine? La deuxième des choses, c'est que, professeur, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle le droit international? Vous êtes professeur de cette chose-là, vous expliquez le droit international, vous l'expliquez, vous êtes un maître de cette histoire. Mais est-ce qu'il existe un droit international, professeur? Dans un monde où il y a droit international, est-ce qu'un Mohamed Kadhafi peut être assassiné de cette... C'est vrai que vous aviez déjà dit, où sont les enquêtes là? Mais dans un monde où il y a de la morale, où il y a le droit international, peut-on assassiner quelqu'un de la façon dont on a assassiné Mohamed Kadhafi? Et enfin, je chute. Comme la vie n'est que rapport de force, il paraît que même en amour, c'est rapport de force. Mais comme nous ne sommes donc pas forts, on peut compter, même ce patriotisme que vous avez appelé, aide-moi un peu président, patriotisme comportemental. Mais si on n'est même pas fort, comment on l'applique? Parce que les autres avaient une pression commerciale forte, nous imposent des APE. Quand moi je vais en supermarché, quand je vais au marché, je vois le poulet made in France, je vois le blé qui vient de là-bas, le pain, le beignet fait avec le blé qui vient de Rouen. Comme on n'est pas fort sur le plan, est-ce que on ne doit pas d'abord, professeur, se construire même une force militaire pour enfin pouvoir dire qu'on peut se faire appliquer ces concepts chez nous? Voilà mes trois premières questions, professeur. Ok, merci. Nous prendrons une autre question. Là-bas, d'abord. Oui, la dame. Oui. La dame, après lui. Il disait qu'il a levé le doigt depuis. Après, c'est toi. Akobé, après, ça sera toi. On privilégie les femmes. Très bien, très bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, madame. Je suis mademoiselle Sol Honorine, étudiante, chercheur et sympathisante du NMP. Bonsoir particulier au professeur Emmanuel Pondy. Bonsoir, Jean-Emmanuel. J'ai beaucoup apprécié votre exposé. J'ai une seule question à vous poser, c'est celle de savoir quelle vision avez-vous pour une Afrique plus dynamique? Merci. Ok, merci. Bonsoir, Président. Bonsoir, chers congressistes. Merci. Professor, I'm very glad to meet you today. I think for me it's a big honor, sincerely, because the speech you gave to us tonight, I think is really exceptional. I think I follow your view to be most as possible bilingual as you did tonight. Alors, ma première question est tablée précisément sur l'unification de l'Afrique, professeur. Quelles sont les avancées, selon vous, d'une véritable unification de l'Afrique à travers les évaluations que vous avez faites durant le passé? Deuxième... Ok, merci. Quelles sont les avancées de l'unification de l'Afrique selon les études que vous avez pu mener actuellement, s'il faut évaluer la probabilité d'une Afrique unie? Nous sommes à quel stade actuellement? Je préfère me limiter là pour le moment, merci. Ok, merci. Nous prendrons la question de monsieur
Messieurs, oui. Oui, Madame Queen. Good evening to everybody. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Queen Lobé. Je suis en visite au Cameroun. Queen Lobé. Et il me souvient qu'après ma licence, j'ai présenté le concours de lyrique. J'ai été admissible, mais je l'ai raté à l'oral. Pourtant, l'oral s'est très bien passé. Donc, on dit que j'ai... Tu demandes à quelle année? Oh là là, je me souviens plus. Je crois que j'ai eu ma licence en 80... Peut-être en 97. Je crois que peut-être c'est en 99 que j'ai préparé le concours. Okay. J'ai fait une série de concours. Je passé à l'oral. 2005. 99 à 2005, il était directeur de l'équipe. Oui, je crois que vous êtes... Je sais que le professeur Zan était adjoint. Non, j'étais directeur de l'équipe. Oui, donc j'ai passé ce concours. Et puis, j'étais convaincue que... Donc, c'est à cause de lui que tu es parti à l'équipe. Pas de problème. Mais j'ai toujours... en fait, ma question est la suivante. Quel est le rôle, je vous crois, panafricaniste? Donc, selon vous, dans le programme de l'ERIC, et je le demande pourquoi, parce que j'ai plein de camarades de classe et d'amis qui ont fait l'ERIC, qui travaillent dans des représentations diplomatiques dans le monde, quoi. Mais j'ai l'impression, sans vouloir me vanter, que je parle plus de l'Afrique que ces personnes, ces personnes. Nous sommes sur Facebook et autres, ces personnes sont très silencieuses. Alors je me demande, the curriculum there, what do they learn? How can they, impact positively, the Pan-Africanism? Because I think the school, and you said it, you mentioned it earlier, c'est le creuset en Afrique. J'imagine que des gens viennent de partout en Afrique pour se former. Quel est le rôle de l'IRIC pour préparer des panafricanistes pour qu'ils impactent positivement l'Afrique? Parce que c'est cela. Donc, je ne vais pas finir par remercier le président Danakani, mon président. Je vis aux États-Unis, mais c'est mon président. Merci. Merci. Nous allons permettre au professeur Pondi de répondre d'abord à cette première série. Ensuite, nous reviendrons vers vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Le président Bandakani m'avait promis une soirée tranquille dans ses locaux, mais je me rends compte avec plaisir que c'est un cocktail intellectuel auquel j'ai été convié. Je voudrais vous remercier pour vos questions. Merci, oui, bien sûr. Alors, monsieur Bertrand Tassinda, vous aviez 3 questions. Vous avez un jour, j'étais dans une conférence, et puis comme on était très très pressé, j'ai dit, bon, à partir de maintenant, chacun aura une question. Alors la personne s'est levée et dit, oui, j'ai une question, mais elle a 4 volets. C'est à peu près ce que vous avez fait. Vous avez une question, mais en fait, c'est 3 dans une. Bon, nous sommes là pour ça. Si je suis venu de Yaoundé, comme je dis toujours, quand je donne mes cours quelque part, c'est que essayons d'aller un peu au fond des choses. Sinon, ce n'est pas la peine de se déplacer. Alors, qu'est-ce que je pense de l'UA? On ne peut pas penser quelque chose de l'UA sans penser quelque chose de l'OUA. Je pense que les deux vont ensemble. Alors, mon analyse de l'OUA est un peu différente de celle que vous entendrez dans l'analyse conventionnelle. L'Organisation de l'Unité africaine, créée le 25 mai 1963 à Addis Abeba, en fait, n'a pas été mandatée pour unir l'Afrique, malheureusement. Vous allez chercher en vain la résolution qui donne mandat à l'OUA de procéder à l'unification du continent au plan économique, politique et socio-culturel. Vous n'allez pas trouver. Pourquoi? Parce que dès le début, les débats sur l'Afrique ont été sacrifiés à l'autel de la guerre froide. Et c'est l'erreur que commettent toujours les Africains, c'est d'être plus royalistes que le roi. Nous n'avons pas discuté des modalités
pour unifier l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux clans. Le groupe de Casablanca, de la réunion donc de janvier 1961, avait sa vision claire, qui était une intégration complète et immédiate de Kwame Nkrumah, Ahmed Sékou Touré, Gamal Abdel Nasser, Modibo Keïta. C'était eux. Mais le groupe de Monrovia, mai 1961 toujours, parlait d'une intégration économique essentiellement et sous-régionale. Ce qui n'est pas un agenda global, ni politique. Or, nous savons qu'en Afrique, c'est le politique qui commande le reste. Donc, si vous regardez bien, le 24 mai 1963, la raison pour laquelle on signe la charte de l'OUA, c'est que le président Ahmed Ben Bella, président du gouvernement provisoire d'Algérie, va se lever après 120 discours qui se contredisaient entre le 22 mai 63 et le 24 mai. Il n'y avait pas accord. Chacune des parties, en fait, se regardait en chaîne de faïence. C'est donc Ahmed Ben Bella, président du gouvernement provisoire d'Algérie, qui va trouver la synthèse. Il va faire un discours ce jour-là, à peu près 23h45, c'est-à-dire près du 25 mai, où il dit: comment allons-nous parler d'unité alors que des pans entiers du continent africain sont encore sous le joug des colons? Il faut donc d'abord libérer l'Afrique et ensuite unir une Afrique libérée. Voilà ce qui va donc être accepté. Et c'est sur ce projet et ce discours que les délégations vont se lever pour venir signer ce qui malheureusement s'appelle l'Organisation de l'Unité africaine. Et c'est ce que j'appelle moi le grand quiproquo d'Addis Abeba. En fait, ce qu'on a signé à Addis Abeba, c'était l'OLA et non l'OUA. Ça, c'est mon analyse. On s'est levé parce que la totalité des conférenciers, des congressistes à Addis Abeba étaient d'accord pour qu'on libère l'Afrique d'abord. La proposition de Ahmed Ben Bella a été acceptée à 120%. Et c'est pour ça qu'ils se sont levés. Mais s'agissant des questions cruciales, comment unir l'Afrique, comment intégrer l'Afrique, il n'y a eu aucun mandat à Addis Abeba sur cette question cruciale, d'où le fait qu'il y a eu beaucoup de tergiversations. Alors quand, 40 ans plus tard, on analyse l'OUA sur la base de sa capacité à unir, je dis il y a erreur dans la marchandise. Elle a bien libéré le continent, puisqu'aujourd'hui, techniquement, tout le continent est libéré. Donc elle a fait son travail. Mais elle est jugée sur un mandat qu'elle n'avait pas eu. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas travaillé pour l'unité. En fait, ce qui a été obtenu à Addis Abeba, c'est une organisation qui harmonise les politiques étrangères des États africains. C'est ça l'OUA. L'harmonisation des politiques étrangères. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a le bloc africain à l'ONU. Quand il y a une résolution qui concerne l'Afrique, on se concerte pour bloquer, par exemple, ceci, bloquer cela. Et l'Afrique est le seul continent au monde où une personne prend la parole chaque année, au mois de septembre, pour dire quelle est la vision de l'Afrique de la marche du monde. Aucun continent ne le fait. Donc c'est plutôt dans ce genre d'aspect que nous avons pu avoir quelque chose. Mais pour ce qui concerne vraiment l'idée d'unir le continent, la charte de l'OUA du 25 mai 1963 ne comporte pas le terme panafricanisme. Pas du tout. Ça en dit long. Maintenant, l'acte constitutif du 11 juillet 2000, qui a été mis en œuvre le 9 juillet 2002 au sommet de Durban, eh bien, l'acte constitutif est clair. Le mandat de l'OUA, c'est de procéder à une intégration politique et économique de l'Afrique. Mais ça, c'est à partir de 2002,
pas avant. Vous voyez donc il y a un décalage entre ce que nous espérons, parce que les politiques vont toujours très très lentement, et la nécessité d'avancer rapidement, que eux ne perçoivent pas. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de politiciens, il s'agit d'une démotion et non d'une promotion. Ils passent de chef d'État à gouverneur de région dans leur tête. Et donc beaucoup se méfient de cette démotion. D'accord? Le droit international. Alors moi, je vais vraiment être clair avec vous. Je ne pense pas qu'il y ait un droit international. Je suis désolé, j'ai beaucoup d'amis qui sont juristes internationaux. La plupart de mes amis d'ailleurs sont dans cette activité à l'université, des constitutionnalistes, tout ce que vous voulez. Quand on parle de droit positif, par exemple, c'est une expression que je n'arrive pas à comprendre. En 1945, je ne pense pas que l'Allemagne, le Japon et l'Italie pouvaient appeler le droit de la Deuxième Guerre mondiale droit positif. Ça ne l'était pas pour eux. C'était un droit négatif pour eux, certainement. Non, mais nous reprenons ces expressions. Voilà. Ouais, oui, le doyen Vedel a dit ceci à la Sorbonne, droit positif. Bon, il faut faire très très attention. Je suis pour des savoirs mondiaux, mais il faut les contextualiser. On ne peut pas parler du siècle des Lumières alors qu'on nous met en esclavage. Ce n'est pas possible. Ce ne peut pas être la lumière pour nous que d'aller en esclavage. Prenez le rapport de l'Africain à l'eau. Il faut faire très attention. En Occident, les gens vont se reposer au bord de l'eau. C'est vrai, non? On parle de la Côte d'Azur, la Costa del Sol et tout ça. Très bien. Beaucoup d'Africains qui vivent même au bord de l'eau se méfient de l'eau. Vous savez pourquoi? Dans le subconscient africain, l'eau est porteuse non pas de liberté, mais de prison et d'emprisonnement. C'est l'habitude. Oui. Je dis bien dans le subconscient. Quand vous montiez dans un bateau des 3 siècles là, transatlantique, ce n'était pas pour aller vers la liberté. C'était pour aller vers l'esclavage et la captivité. Donc nous avons un rapport, je dis bien subconscient, qui n'est pas le même. Maintenant, pour parler du droit international, je ne crois pas qu'on puisse nous rabâcher de la supposée universalité du droit international. Ce n'est même pas possible qu'il y ait universalité. Le droit du traité de Versailles est le droit des vainqueurs contre les vaincus. C'est tout. La preuve, c'est quoi? C'est que c'est ce droit-là qui va provoquer la Deuxième Guerre mondiale en Occident. Parce que justement, l'approche africaine, c'est une approche où le droit sert à la symbiose sociétale. Mais chez eux, il sert à punir le coupable déclaré au profit du vainqueur dans une approche qu'on appelle winner takes all strategy. Tout. Bon, si vous avez cela, vous êtes en train de préparer la prochaine guerre. Et c'est ce qui s'est passé. Hitler a dit, mais moi, l'Allemagne, un grand pays comme ça, et les petits pays comme la France, machin, vont nous humilier. C'est ce qu'il avait dit. Nous allons leur montrer de quoi nous sommes capables. Si vous appelez ça le droit positif, je vous laisse responsable de votre qualificatif. Mais ce n'est pas un droit positif. Donc, le problème du droit, en tant qu'internationaliste aujourd'hui africain, c'est qu'il est tout sauf juste et équitable. Vous prenez la résolution 1973, celle qui a servi le Conseil dit de sécurité, à faire en sorte qu'on tue un chef d'État en exercice, Muammar el-Kadhafi, en exercice. Et on nous dit, oui, c'est pour sauvegarder la vie des soi-disant civils libyens, qui curieusement étaient armés, puisqu'on est venu déposer des armes dans leur quartier. Quand je dis on, nous nous comprenons tous. Et on dit d'abord, la résolution 1973 interdit les vols pour pouvoir
empêcher l'armée kadhafienne de canarder les citoyens libyens. Bon, déjà, c'est bizarre. Deuxièmement, c'est l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est chargée de la sécurité entre l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. C'est ça, l'OTAN. Qu'est-ce que l'OTAN vient chercher en Libye? Curieux. Et finalement, comment savons-nous que la résolution 1973 était spécifiquement focalisée sur la mort de Muammar Kadhafi? Comment le savons-nous? Il est mort, je crois que c'était le 15 octobre 2011, alors que rien n'avait changé. La situation n'avait nullement changé. Le dispositif a été démantelé. Alors que rien n'a changé, rien de tout ce qu'on était en train de déplorer ne s'était amélioré, mais on a démantelé le dispositif. Ça montre donc que l'objectif de ce dispositif était la mise à mort de Muammar el-Kadhafi. Alors, à partir de ce moment-là, moi j'hésite beaucoup à parler de droit international. Tout comme les armes de destruction massive, théoriques et fictives. Ça n'honore pas le Conseil de sécurité. Ça n'honore pas les Nations Unies. Ça n'honore pas la communauté dite internationale, qui, à mon avis, se résume surtout à 5 personnes. 5 pays. Voilà. Le rapport de force. Le panafricanisme comme mouvement. Le panafricanisme comme idéologie. Le panafricanisme comme stratégie est l'outil du renversement du rapport de force en faveur de l'Afrique. Voilà ce que je vous dis. Comment faire comprendre cela aux Africains? Là est tout le dilemme. J'utilise deux chiffres, tout simplement, quand je vais leur faire comprendre cela. L'armée africaine, c'est 5 millions de soldats. 5 millions. Quand vous ajoutez les armées. Bon, il est vrai que leur efficacité est matière à caution, quelquefois. Mais la deuxième chose, c'est que tous les produits nationaux bruts consolidés font que l'Afrique est la 5e puissance économique mondiale aujourd'hui. 5e. Donc, alors, si ça ne dit rien à personne, je ne sais pas ce qu'il va encore dire quelque chose à quelqu'un. On ne dit pas dans 2 ans, on ne dit pas dans 10 ans. Nous sommes la 5e puissance aujourd'hui, le 7 août 2021, si nous mettons ensemble toutes les économies africaines. Mais pourquoi les Africains sont comme ça? On se pose vraiment la question. Non, nous revenons toujours sous les bottes des autres, comme l'a montré l'épisode de la Covid. Peut-être on va en discuter tout à l'heure. Voilà, je crois que j'ai répondu à vos questions. Sol Honorine. Quelle est la recette pour une Afrique dynamique? Je crois que c'est ça votre question. Oui, je pense à peu près ça. Moi, je pense que aucun arbre ne peut grandir en dehors de ses racines. Sauf si vous, Sol Honorine, peut me montrer un arbre qui grandit à partir de ses branches. Là, je suivrai l'idée que notre retour sur l'Afrique est une erreur. Il n'y a aucun continent au monde qui ne se soit développé à partir des recettes extérieures à lui-même. Ça n'existe pas. Certainement pas l'Asie. La Chine a fait exactement le contraire de tout ce qu'a proposé le FMI. Aujourd'hui, ce n'est pas la première puissance commerciale mondiale. Leur question, c'est quel est notre intérêt dans ce que vous êtes en train de dire? Et qu'est-ce que nous gagnons? L'Africain dit, quel est l'intérêt de mon ventre? Moi et ma famille. Le reste, ça ne me dit rien. On ne peut pas avancer, parce que c'est contraire à la culture africaine. C'est contraire. Donc, je pense que l'Afrique dynamique, c'est d'abord l'Afrique de la jeunesse. La jeunesse, pas comme on l'entend ici, hein,
J'entends des gens dire, vous êtes jeune de 7 à 77 ans. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Vous êtes vieux, bien vieux même, si vous avez déjà 77 ans. Je vais même vous dire autre chose. À 50 ans en Afrique, vous êtes vieux, alors qu'en Europe, vous ne l'êtes pas. Pourquoi? Parce que la moyenne d'âge, l'âge médian en Europe, il est assez âgé, c'est vers les 40-45 ans. Alors qu'ici, c'est quoi? L'âge la moitié, c'est 18 ans. Donc, si vous avez 50 ans en Afrique, vous êtes vieux. Je suis désolé pour ceux qui ont la théorie de 7 à 77 ans. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut laisser aux jeunes la capacité de diriger, tout simplement. C'est tout. Puisque nous-mêmes, nous étions jeunes. Moi, j'ai commencé à enseigner à lyrique, j'avais 26 ans. 26 ans quand j'enseigne à lyrique. On n'a pas dit, non, vous êtes trop jeune. Bon, il est vrai, beaucoup de mes étudiants étaient bien plus vieux que moi. Mais bon, là n'est pas la question. Là n'est pas la question. C'est que, et c'est pas pour dire que tous les jeunes sont bons et que tous les vieux sont mauvais. Non. Mais c'est une logique. Les vieux que nous constituons aujourd'hui, nous, en tout cas ma tranche d'âge, nous avons l'expérience, mais plus l'énergie. Les jeunes ont l'énergie, mais pas l'expérience encore. Donc c'est pour ça qu'il faut un maillage et une complémentarité pour que les choses avancent. Voilà. Donc moi je pense que la dynamique commence par reconnaître déjà l'aspect sociologique de l'Afrique et conférer donc à cette jeunesse ses responsabilités pleines et entières. La deuxième chose, c'est le système éducatif. Bon, je vous invite, je profite de cette tribune, à aller voir ma page YouTube où j'ai des conférences publiques que je donne. Une des conférences publiques, c'est à l'école normale supérieure, le système éducatif en Afrique, je n'ai pas dit africain, j'ai dit en Afrique, est-il de nature à porter l'Afrique vers son développement? C'est ça la question. Et la réponse est, telle que configurée maintenant, non. Non. Parce que c'est un système qui nous inculque le complexe d'infériorité et de subordination, de manière générale. Et ce n'est pas avec ça qu'on va avancer. Il faut faire exactement le contraire. Nous n'enseignons rien de ce qui sublime l'Afrique. Parce que tous les pays choisissent ce qui les fait avancer, ce qui les montre sous une bonne étoile. C'est normal. On n'a pas à s'excuser à cela. Donc, moi je pense que l'Afrique dynamique, c'est d'abord de croire en soi. C'est de croire en sa jeunesse. Mais seulement la jeunesse elle-même doit être une jeunesse dévouée à une avancée à l'échelle continentale. Moi, je ne crois pas du tout, je le répète ici, qu'un pays va s'en sortir seul. Je ne pense pas. C'est une illusion de croire ça. Ça ne s'est pas encore fait pour l'instant, ça ne se fera pas si on continue comme ça. Donc je pense qu'il faut une jeunesse volontaire qui ose faire des choses. Et je vous assure que nous qui sommes avec les jeunes depuis tout le temps, d'ailleurs nous sommes dans une profession très très particulière, puisque nous avons des interlocuteurs qui ont le même âge depuis 30 ans. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de professions comme ça. C'est-à-dire on a des personnes qui ont le même âge depuis 30 ans. Ça ne change pas. Ils ont le même âge tout le temps. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas le temps passer, nous les enseignants, parce qu'en fait, on voit toujours un renouvellement constant du même type d'âge. D'accord? Je crois qu'ailleurs, ce n'est pas nécessairement cela. Donc, le dynamisme, ce n'est pas simplement la gesticulation. Le dynamisme, c'est une avancée qui est adossée à une réflexion pour approfondir l'action. Pour moi, c'est ça le dynamisme. Or, les Africains sont réfractaires à la notion selon laquelle la pensée doit précéder l'action. Il faut faire très attention. Et c'est pour ça que nous ne sommes jamais là où se déroulent les batailles de la pensée. Si vous n'êtes pas présent au lieu de la bataille de la pensée, une pensée va se faire, mais ce sera à votre détriment. Et c'est ce que nous constatons tout le temps. Combien nous mettons dans la recherche? On vous dit, vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi, monsieur? Vous êtes enfermé dans votre... Non. On ne comprend pas que la profondeur de l'action dépend de la profondeur de la pensée. Voilà. Donc, moi, je pense que ce dynamisme, il faut le redéfinir ainsi. Ce n'est pas l'agitation, mais c'est une
un mouvement bien concerté qui a un objectif et qui a des modalités pour atteindre cet objectif. Je peux vous dire que je suis allé 4 fois en Chine. Je vous assure que les universités qu'ils nous ont montrées, il y a de cela 3-4 ans, je connais bien les universités américaines. Il n'y en a aucune comme ça là-bas, pas une seule. Ils sont en train de les prévoir. C'est les universités, ils nous ont dit que ça sera autour de 2025, ils vont les sortir, ces universités. Mais c'est parce qu'ils passent tout leur temps à réfléchir, à penser, à avoir des stratégies. Bon, nous dansons la plupart du temps, c'est pas mauvais. Mais la danse doit être une opération entre 2 travaux, et non un travail en lui-même. Au deuil, nous dansons. Au mariage, nous dansons. Partout, nous sommes en train de danser. C'est bien. Mais il faut que ce soit une activité qui meuble les moments où nous pensons notre propre futur par nous-mêmes. Et nous avons une très mauvaise relation avec le domaine de la pensée. Si nous ne le faisons pas, nous n'avancerons pas. Parce que les autres ne perdent pas leur temps. La preuve, c'est les Jeux Olympiques. Ça fait 4 ans que ces gens se préparent. Nous, ça fait 3 semaines. Non, et moi, je ne critique même pas le comité olympique. Parce que je sais tout ce qu'il demande et qu'il n'obtient jamais. Parce qu'on dit, il faut que cette personne en particulier échoue. C'est ça le problème. C'est-à-dire la personnalisation de tout. Il faut faire attention. L'Afrique n'a pas de concurrent. Parce que l'Afrique a tout. Mais l'Afrique a un seul problème, c'est que nous ne sommes pas conscientisés. Nous avons la mentalité du subordonné, de l'esclave. Pourquoi de l'esclave? Nous revenons encore. On a eu une fenêtre d'opportunité pendant la Covid de nous émanciper et nous ne l'avons pas fait. Nous sommes revenus comme ces esclaves sortis après la guerre de sécession en 1863 aux États-Unis. Ils partent de Pennsylvanie, ils retournent dans les champs, en Alabama, dans le Tennessee. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la liberté. Ils disent, nous sommes libres, ce n'est pas possible, qu'allons-nous faire? Nous allons donc prendre les ordres là où nous les avons toujours pris. C'est la même chose qui est arrivée avec la Covid, où nous avions enfin la possibilité de nous réorganiser, de réorganiser nos systèmes sanitaires, de faire en sorte que nous investissions dans la pharmacopée et dans la médecine africaine en créant des facultés de médecine africaine et des facultés de pharmacie africaine. Nous ne l'avons pas fait. Maintenant, nous revenons à la case départ. Qui doit être blâmé? C'est d'abord nous. Bon, donc je crois que j'ai répondu un peu à votre question sur le dynamisme. Monsieur Akobe, quelles avancées dans l'unification de l'Afrique? Ouh là là, c'est une question extrêmement vaste. Il y a des avancées et des reculades. Bon, on ne peut pas faire tout. De manière générale, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut détruire pour ne rien construire. Je suis de la génération de ceux qui ont vu le stade de Madagascar à Yaoundé. Il y avait un stade de handball. On a dit non, on va casser ce stade parce qu'il n'est pas moderne. Bon, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas reconstruit les stades là-bas. Donc pour moi, c'est un peu le syndrome du stade de Madagascar de handball. Faisons d'abord avec ce qui est là. Améliorons ce qui est là. Travaillons pour consolider ce qui est là. Mais il ne peut pas y avoir de panafricanisme sans panafricaniste. Et quand vous arrivez à Addis Abeba, que je connais très bien, vous vous posez beaucoup de questions. Un certain nombre, je n'ai pas dit tous, un certain nombre de diplomates qui travaillent à Addis Abeba considèrent que c'est une punition par rapport à ceux qui sont en face à la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. Et donc, leur travail, c'est d'essayer d'intégrer la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, parce que celle-ci a des salaires plus mirobolants. Vous voyez qu'on est loin quand même de l'idéal panafricain en ce moment-là. Mais depuis Alpha Omar Tonaré, j'avoue que les salaires ont quand même augmenté de façon significative. Mais pour ceux qui ont une mission, ou qui se sentent l'âme d'un missionnaire,
Ce n'est pas les salaires qui importent. Je pense que Kwame Nkrumah ne gagnait pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il a laissé? Rien du tout. Vous pouvez me montrer les immeubles qu'a laissé Kwame Nkrumah? Aucun. Muammar el Kadhafi, que nous avons rencontré 2 fois, parce que je suis allé 4 fois en Libye. C'est pour ça que j'écris le livre Vie et mort de Muammar el Kadhafi, quelle leçon pour l'Afrique. Quand j'étais écœuré par les inventions mensongères de l'Occident qui voulait le noyer et qui a inventé des histoires à dormir debout sur la Libye. La Libye n'est pas un paradis. Et quand vous étiez un opposant de Muammar el Kadhafi sur le plan politique, vous aviez des problèmes. C'est vrai. Mais au plan économique, aucun pays n'était comme la Libye. D'accord? Donc c'est pour dire que il y a eu des avancées, mais ceux qui étaient porteurs de ces avancées ont été tués. Pourquoi tue-t-on Muammar el Kadhafi? C'est le lieu vraiment de parler de ça. Comme j'ai dit, je suis allé plusieurs fois en Libye. Muammar el Kadhafi a très mal commencé avec l'Afrique noire. Il a commencé avec le Tchad. Une confrontation militaire. Il a envahi la bande d'Aouzou et il a perdu le procès à la Cour internationale de justice. Donc il a très mal commencé son rapport avec l'Afrique subsaharienne. Son objectif était d'être un second Gamal Abdel Nasser, qu'il admirait. Donc il voulait être un pan-arabe, soyons bien clairs. Le remplaçant de Gamal Abdel Nasser qui finit sa carrière en 1970, après la guerre des 6 jours. Mais il est considéré comme, en anglais on dit lunatic, c'est-à-dire quelqu'un qui est très instable. Et les vieux dirigeants arabes ne veulent pas de lui, tels Habib Bourguiba et autres. Et c'est ainsi donc qu'il va sentir un appel de l'Afrique subsaharienne, qui a besoin d'argent, mais qui a aussi besoin de quelqu'un de courageux, qui pose des actes qu'on peut considérer comme téméraires. Et c'est ce qu'il devient. Et Muammar el Kadhafi va donc construire une unité basée sur l'extraordinaire richesse de la Libye. La Libye a la particularité d'être un pays très riche à très faible population. Donc ils avaient des revenus illimités. Je dis bien illimités. Et il va mettre ses revenus entre 1969, parce qu'il vient au pouvoir le 1er septembre 1969, et il meurt donc en octobre 2011, il va mettre 120 milliards de dollars à la disposition de la cause de l'unité africaine. Donc ce n'est pas des mots. Ce n'est pas des mots. Ce qui va le tuer, c'est quand il va finalement aider à la création de l'Union africaine, le 9/9/99. Je dis toujours que si on n'arrive pas à se rappeler de cette date, c'est qu'on a un problème psychiatrique aussi. Le 9/9/99. Eh bien, il va parler donc du Fonds monétaire africain qui se retrouve dans l'acte constitutif, Fonds monétaire africain à Yaoundé, la Banque d'investissement à Sirte et la Banque de développement de l'Afrique à Abuja. Voilà l'infrastructure financière. Et il va dire, il est temps que l'Afrique soit en mesure de financer ses propres projets, ce qui est inadmissible. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je donne le nom de la personne qui est encore vivante, et certains d'entre vous la connaissent, professeur Jean-Marie Ngankou, était le point focal de la mise en place finale du FMA à Yaoundé. C'est lui qui me dit qu'au moment où on tue Muammar el Kadhafi, 16 milliards de dollars sont déjà arrivés en provenance de l'Algérie, 12 milliards de dollars en provenance de la Libye, 3 milliards de dollars en provenance du Nigeria et 3 autres milliards de dollars en provenance de l'Afrique du Sud. Je ne dis pas qu'ils sont attendus ou espérés, mais qu'ils sont à Yaoundé. Il s'agissait donc de choisir une date en termes de semaines, maximum de mois, pour l'ouverture du Fonds monétaire africain, qui allait donc être la libération du continent africain en termes financiers. C'est de cela qu'il s'agit, et il était absolument question d'empêcher cela par tous les moyens. Par tous les moyens. Donc, quand on parle de ces questions, il faut être bien clair. Je vous ai donné mes sources, j'ai vérifié, et c'est dans le livre
sur Muammar Kadhafi que j'ai rédigé. Alors, les avancées, elles sont là, mais les reculades aussi. On a beaucoup de problèmes, beaucoup. Vous avez d'abord le premier problème de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Il vous dit que l'Afrique ne peut jamais avancer. Jamais. Il est convaincu que tout ce qui est bon ne peut venir que de l'extérieur. Mais, mesdames et messieurs, jamais un continent n'a avancé sur la base des aides internationales. Jamais. Si oui, lequel? Et si oui, quand? Si vous m'apportez cette preuve-là, je change de discours sur le champ. Donc il faut qu'on arrête ces lubies. Il n'y a pas d'aide internationale philanthropique. Bon. Monsieur Queen Lobe, I don't know whether it's in French or in English. It's up to you. Okay, fine. You ask, what about the curriculum of ERIC on Africa? I think that is your question. Okay. I think it's important to understand that ERIC was created because there was a vacuum. In 1971, there was no one who could speak professionally, diplomatically, about Africa. So we had a need for the training of African diplomats. And in 1973, for instance, we had what is called development diplomacy, which is how we train all the diplomats up until 1986, when the first crisis erupted. Okay? Donc, mais je vous donne juste un exemple. La position commune de l'Afrique sur les négociations ayant trait au droit de la mer ont été conçues à l'IRIC. C'est l'IRIC, c'est à l'IRIC que ça avait été fait. Bon. Et puis, il faut aussi bien le dire, hein, l'affaire Bakassi, je pense que s'il n'y avait pas eu des professeurs de l'IRIC, parce qu'on ne sait pas toujours que le professeur, comme tout, est un professeur de l'IRIC, il n'est pas professeur de la faculté de sciences juridiques, non, professeur de l'IRIC. Et puis d'autres encore, d'autres professeurs. Donc c'est pour dire qu'il y a eu des inputs. Il y a eu des inputs. Mais l'IRIC est une école qui a formé 60% de tous les diplomates africains en exercice aujourd'hui. 60%. Et c'est pour ça que la valeur de l'IRIC ne se mesure pas à Douala ou en Konsamba. Non. Allez à Addis Abeba, prononcez le nom IRIC, vous allez voir tous ceux qui vont lever leurs mains. Allez à Bruxelles, allez à New York, je parle de la diplomatie multilatérale. C'est là que vous allez voir. Mais le problème, nous ne tirons pas assez profit de cela. On n'a pas une diplomatie, ce qu'on appelle track to diplomacy, c'est-à-dire la diplomatie des coulisses, où nous pourrions obtenir beaucoup grâce à cette possibilité que nous avons de pouvoir exercer une diplomatie d'influence sur le reste. On ne le fait pas. Bon, ne me demandez pas pourquoi, je ne suis pas chef de la diplomatie camerounaise. Voilà. I hope that I answered your question concerning IRIC, but we can discuss later if you have precise questions. Okay. All right. Ok, nous allons prendre une deuxième et dernière série de questions. Nous donnons la parole d'abord au docteur Nouk. Oui, merci. J'ai suivi l'exposé du professeur Pondi et le contexte général me semble brûler une étape fondamentale. Bien sûr que nous autres Africains avons à construire le panafricanisme, la voie par laquelle nous pourrions nous développer. Mais on ne peut aller vers l'extérieur, un peu comme quand on bâtit une maison, on ne commence pas par la charpente. Il faut commencer par la fondation. Et à mon sens, la personnalité de l'Africain a été déstructurée, déconstruite, détruite même par les phases historiques de l'esclavage, de la colonisation, de la ségrégation, de la néocolonisation, de l'apartheid et du racisme ordinaire qu'on retrouve contre les Noirs
un peu partout dans le monde. De ce fait, le noir a une profonde négation de lui-même. Un rejet inconscient de tout ce qui vient de lui et une survalorisation de ce qui vient de l'extérieur, blanc notamment. Parce qu'il ne regarde pas beaucoup vers l'Asie, ni vers le monde arabe, mais vers le monde blanc. Et à mon sens, donc, le panafricanisme doit d'abord se faire sur les bases d'une reconstitution forte et fière de l'homo africanus. Et cela consiste, premièrement, à tuer le nègre que le colon a instillé en nous profondément. Qui s'exprime par le fait que, par exemple, le référent qualitatif chez le noir prend toujours pour norme le blanc. Si vous essayez d'être réglo, à respecter l'heure donnée, le rendez-vous donné, le devoir à faire, non, même dans nos cultures, dans nos villages, on dira c'est un blanc. Instinctivement, c'est un blanc. Si vous essayez d'être propre chez vous, on dira non, lui c'est un blanc. Si vous voulez être trop réglo et trop loyal, vous êtes un blanc. Il n'y a aucune tenue africaine aujourd'hui qui peut concurrencer un vêtement venu d'Occident avec une griffe parmi les griffes célèbres. Il y a des tenues extraordinaires au nord-ouest, dans le nord Cameroun. Des tenues extraordinaires, brodées, chamarrées. Mais à côté, quand quelqu'un aura un truc griffé de Londres, ou de Paris, ou de Bruxelles, ou de New York, il se croira au-dessus de vous parce qu'il a la référence de la qualité sur lui. Il n'y a pas d'autre. C'est un horizon indépassable, ce qui vient de l'Occident. Et nous, on a intégré ça comme nègre. Nos prénoms, quand vous trouvez un Indien, un Chinois, Tao Ching Ching, vous savez que c'est un Chinois. Mais un Africain. Mais en ce moment, on multiplie les prénoms européens d'une manière qui prouve que nous sommes profondément dépersonnalisés. Il y a l'autre là, un footballeur qui est passé à Yaoundé il n'y a pas longtemps, là, un Antillais international, Lilian Thuram. Il dit qu'il a été surpris à la descente d'avion à Yaoundé. Aucune femme n'a les cheveux noirs rétrécés, comme lui s'attend à voir les Africains. Vous voyez des Africaines très noirs avec des peaux rousses, blondes, platines, auburn. Vraiment toutes choses qui prouvent que nous nous éloignons. Nous voulons effacer ce que nous sommes authentiquement. Donc pour moi, pour résumer, le panafricanisme, c'est bon, mais il faut d'abord reconstruire la personnalité noire. Black is beautiful. Nous devons être fiers de ce que nous sommes. Nous devons d'abord nous affirmer comme noirs avec nos valeurs et aller défier les autres valeurs sur la base des nôtres. Okay, merci, docteur Nouk. Merci, docteur. Oui. Bonsoir, professeur. Bonsoir, professeur Jean-Emmanuel Pondy. Je suis le pasteur René Bagnolac. J'ai une question à vous poser. Le réveil de l'Église aujourd'hui peut-il être un apport pour l'avancement du panafricanisme? Merci. Merci pour cette question. Bref. Bon, une dernière. Oui. Monsieur Yango. Bonsoir, je m'appelle Willem Bondo. Je voudrais regarder bien le professeur que j'admire depuis des années. Je le remercie et vraiment les bénédictions pour lui, pour tout ce qu'il fait. Mais j'ai une préoccupation. Vous avez même déjà répondu à plusieurs de mes questions parce que je me demandais, j'allais vous poser la question de m'expliquer ce que c'est la communauté internationale. Quel est le rôle de ce que vous appelez Conseil de sécurité? Et en plus, vous avez répondu à la question que comment l'OTAN est venu, l'OTAN qui est coordonné avec l'Europe, et
Et l'Amérique est mandatée par le Conseil de sécurité pour venir assassiner Kadhafi. Alors, je me pose la question, cette question-là, c'est que est-ce que les Africains peuvent faire comme la Chine, se retirer du Conseil de sécurité ou bien se retirer de l'ONU pour poser peut-être des conditions de réintégrer les Nations Unies avec des places, c'est-à-dire le droit de veto au Conseil de sécurité. Est-ce que c'est possible? Voilà ma question. Je vous remercie. Merci. Nous passons la parole à M. Eyango. Merci pour cette parole. Bonsoir. On se demande souvent pourquoi je suis aux assises du NMP. Je ne vais pas dire pourquoi, mais je dois juste dire que le NMP a beaucoup lutté contre, en tout cas pour le franc CFA, contre un prédateur étranger de ce pays. Je l'ai vu sur certains fronts. C'est pourquoi je l'accompagne. Et je le dis, monsieur du NMP, j'ai vu beaucoup de factures des opposants radicaux dans les structures publiques qui prétendent combattre le régime actuel, mais sont ses partenaires d'affaires. Je n'ai pas vu vos factures, c'est pour ça que je suis avec vous, mais peut-être que vous vous cachez bien. Je vous le dis toujours. Ici, je suis très content. Je vais poser une question qui me taraude un peu l'esprit. Professeur, bonsoir. J'ai mené beaucoup de combats pour le transport aérien. Peut-être ai-je échoué, mais j'ai au moins réussi à les commencer. Il y en a qui n'ont même pas réussi. Je pourrais m'inventer. Mais ici, je vous pose une question, s'il vous plaît, sur quand nous parlons du panafricanisme. Je crois qu'il est bon de dire souvent aux gens que nous n'avons rien inventé. Il y a déjà le panaméricanisme. Il y a même eu le pan-européanisme qui n'a pas beaucoup, comment je pourrais dire, dû prospérer dans la dénomination, mais prospérer dans les esprits. On n'a rien inventé. On ne dira pas qu'il y a le pan-chinisme, puisque la Chine a fait son analyse SWOT avant de commencer à s'ouvrir et être ce qu'elle est aujourd'hui. Aucune nation n'a réussi sans passer par le pan quelque chose. Nous ne réussirons pas sans le panafricanisme. C'est une question de simple logique. Ici, moi, je pose une question, monsieur le professeur. Vous avez dû y réfléchir. J'espère que je ne vous gênerai pas. Nous avons signé, enfin nous, en tout cas, je dirais, il a été signé pour le Cameroun en 1957, je crois, un document appelé des accords de coopération. J'ai dû, quand les puissants ont donné un mot d'ordre dans ce pays, de ne plus me recevoir sur leur plateau de télévision, de ne plus me prendre une interview, j'ai créé une. Et j'ai mené une enquête sur ce point. Je n'ai pas eu beaucoup de réponses claires. Ces accords de coopération avaient-ils une date de prescription? Beaucoup de questions me dérangeaient aujourd'hui, mais je crois que celle-là est la seule que je vais poser aujourd'hui. Je partirai en retenant que le NFP est un parti clinique. C'est-à-dire qu'on va l'aider à créer une clinique pour faire comprendre les gens qu'on va injecter le panafricanisme. Merci, monsieur Yango. Nous allons passer le micro au docteur Douma. Bonsoir, professeur, docteur Ndouma. Je suis très ravi et très honoré de pouvoir vous avoir devant nous ce soir parce que il y a des adages qui nous distraient un peu, tels que l'herbe du voisin est plus verte que l'herbe de chez soi, tel qu'on n'est jamais messie chez soi, mais je pense que c'est faux. Parce que pour nous, vous êtes une lumière. Et la lumière va éclairer. Je pense que la différence fondamentale entre vous et plusieurs autres professeurs au Cameroun, c'est que vous avez choisi de mettre au service de la société votre expertise, votre intelligence pour faire avancer la société.
Et grand merci pour ça. Félicitations au président Bandakani qui a ce doigté pour pouvoir choisir les personnalités et ressources dont nous avons besoin. Je pars d'ici, je pars d'ici avec un concept, le panafricanisme économique comportemental et économique, parce que l'Afrique a des ressources immenses. On a le cacao, on a le café, on a l'or, on a le diamant, le cobalt, et j'en passe. Mais ce sont les autres qui fixent les prix. Et lorsqu'on parle de géopolitique, de géostratégie, on ne saurait en parler en ignorant la question de la finance, celle de la finance internationale. D'où ma question. L'Afrique ne pouvant pas être une puissance mondiale sans être une puissance financière, comment est-ce que vous appréciez la faible implication des pays africains aux marchés financiers internationaux? Et par rapport à cette question, il y a l'évolution de la monnaie qui de plus en plus tend aujourd'hui vers les monnaies nationales digitales. J'aimerais, professeur, avoir votre recommandation par rapport à cette question à deux volets. Merci. Ok, nous passons la parole au papa, je crois qu'il y a un papa, oui, en Pagne. Bonsoir, professeur. J'ai plus ou moins voyagé en Afrique, notamment en Afrique centrale. Au Gabon, j'ai rencontré monsieur... Votre nom, s'il vous plaît, comment vous vous appelez? Oyono, Samson. Monsieur Oyono. Économiste. Au Gabon, j'ai rencontré monsieur appelé Grégoire Biyogué. C'est un partisan de Cheikh Anta. Toujours au Gabon, grâce au président Bongo, le professeur congolais Théophile Obenga est devenu directeur du Sisiba. Et ici, j'ai eu la chance de vous rencontrer vous-même chez Guy Parfait Songhé. Je vous ai rencontré là-bas en 2010. Depuis votre livre que vous avez coordonné, j'ai apprécié votre trajectoire. Et je vois tout ce que vous faites. Moi, je suis vraiment très ravi de ce travail que vous faites. Parce que notre avenir dépend de ça. Et des jeunes comme Mbandakani, Momo, et bien d'autres encore, Janvier Momo, Bertrand Tatinda, je souhaiterais qu'ils écrivent comme vous. Parce que pour qu'on s'en sorte, tout doit passer par les sciences humaines. Parce que vous posez un problème d'identité africaine, c'est le problème. Notre frère ici l'a posé aussi. C'est le problème de l'identité africaine. Ce qui passe par la maîtrise de notre culture, mais pas seulement de notre culture, mais de la culture au sens universel du terme. Donc la spiritualité et l'emprunt aux autres cultures, cultures asiatiques, cultures européennes, en passant par le tamis de la conscience qui examine, conscience critique, qui ne peut être que philosophique. Si nous ne passons pas par là, par la maîtrise des sciences humaines d'abord, et à partir de là, nous étudions nos différentes cultures. Nous les étudions pour prendre ce qui est positif et rejeter ce qui est négatif, afin de construire l'identité africaine. On ne peut pas s'en sortir. Vous avez posé le problème de la reconceptualisation. C'est ce que ça veut dire. Vous avez posé le problème de la pensée qui doit précéder l'action. C'est ce que ça veut dire aussi, parce que ça relève du connais-toi toi-même. Si nous, les Africains, nous ne nous connaissons pas, et nous n'arrivons pas à partir de notre introspection, nous partons du particulier au général, nous n'arriverons pas à prendre conscience que nous sommes des êtres humains à part entière. Et qu'en conséquence, nous n'avons aucun intérêt à avoir quelque forme de complexe
vis-à-vis de qui que ce soit, blanc, jaune, rouge, etc. Nous sommes des êtres humains à part entière. Sauf que nous avons, vous l'avez souligné, un problème de déficit, un problème d'ignorance. Ignorance de nous-mêmes, ignorance de l'univers, ignorance des autres. C'est cela notre problème. Donc, mettons-nous au travail. Et c'est pour cette raison que si nous voulons nous en sortir, nous devons mettre fin à cette discrimination qu'il y a au niveau des universités, par exemple. On rejette les gens en fonction de leur sensibilité. C'est avec toute la diversité possible qu'on fait un monde. Mais chez nous, on va entendre un seul son de cloche. Et on encourage la bêtise. Ceux qui ne veulent pas travailler, mais qui veulent applaudir. C'est ce qui nous empêche d'avancer. Faisons place à la diversité. Ceux qui ont construit le monde, ce sont des sans diplôme. Jésus-Christ avec quel diplôme? Socrate avec quel diplôme? Aristote, Platon. C'est récemment que les gens ont commencé à avoir des diplômes. Descartes avait une licence en droit. Mais grâce à la recherche, il est devenu mathématicien, physicien, etc. Donc on réalise à quel point la recherche-développement est déterminante. Mais en Afrique, on ne voit pas les choses comme ça. Quand les gens veulent se mettre au travail, on les rejette, on discrimine, etc. C'est ce qui nous bloque. Faisons place à ceux qui veulent travailler. Cultivons l'excellence. C'est à partir de là qu'on s'en sortira. Merci, M. Yono. Merci. Merci, M. Yono. On va faire un break d'une minute. Je vais accueillir le professeur Bonang Guériquiel. Avant de passer la parole au professeur Pondi, avec la permission du président, je vais poser ma propre question en moins d'une minute. En disant, professeur Pondi, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a aujourd'hui une tendance du panafricanisme qui joue le jeu de l'impérialisme? Je m'explique. Paraît-il qu'il y a une filière dans certaines de nos universités, notamment dans la faculté de sciences humaines, où on aborde des questions de panafricanisme, des questions théoriques, avec des auteurs, les Gavet et tout. Il m'est même arrivé de suivre une fois un débat télévisé entre deux intellectuels qui parlaient de panafricanisme. J'avais l'impression de voler dans les airs parce que tout semblait théorique. C'est-à-dire on nous évoquait des théories de Marcus Garvey et tout. Pas pour dire que ce n'est pas important. Sauf que lorsque ces théories sont évoquées, on ne dit pas aux gens que pendant le même temps, les puissances occidentales sont en train de planifier comment reconquérir, recoloniser l'Afrique. Ça veut dire quoi? Pendant que nous perdons le temps dans les facultés à enseigner certaines théories, vous avez des bombes qui sont lancées par-ci par-là. Vous avez des tentatives d'assassinat de certains de nos chefs d'État. Vous avez, n'est-ce pas, tous ces éléments de la colonisation qui continuent et qui persistent. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une tendance panafricaniste qui est en déphasage avec les enjeux réels d'aujourd'hui et qui joue le jeu, n'est-ce pas, de l'impérialisme global dans ce sens-là? Voilà, c'est ma question que je voulais vous poser et je voulais vous passer la parole pour répondre à toutes les questions qui ont été posées. Professeur, à vous la parole. Merci beaucoup. Je voudrais saluer la présence de Mathias Eric, de Hélène Laure. Parmi nous, nous nous sommes vus il n'y a pas très très longtemps, je crois, ailleurs. Donc j'ai été très content de savoir que au moment où moi je sortirai d'ici, la place sera très très bien occupée et vraiment vous n'aurez rien à regretter, j'en suis persuadé. Alors, j'ai eu d'abord une contribution du docteur Nouk. Je le prends comme une contribution.
Vraiment, c'en était une, et qui ne comportait pas de questions. Ce que vous avez dit, je suis à 100% d'accord avec et votre analyse et vos conclusions. Révérend René Bagnolac, je crois, hein, c'est bien ça. Alors, vous faites le lien, vous me demandez le réveil de l'Église et le panafricanisme, quel lien entre les deux? C'est ça? Bon, moi, je suis toujours un peu dubitatif, non pas du message de l'Église, mais de l'utilisation de certains Africains de ce message en contexte de société africaine. Je m'explique. L'Église a aidé, par exemple, à la libération des Africains américains. Il se trouve que Martin Luther King Jr., dans l'église de Montgomery, en Alabama, au début des années 1950, se trouve être au bon endroit, au bon moment et la bonne personne. Il a réalisé, avec les autres, comme Bethel Amphi et autres, d'autres chrétiens, d'autres pasteurs, ils ont réalisé ce qu'aucun politicien américain n'a fait dans l'histoire de l'Amérique noire. Aucun. C'est-à-dire arriver à signer le Civil Rights Act de 1964 et de 1965. Personne ne l'a fait. Ils n'ont pas dit, nous ne sommes pas des politiciens, donc nous ne nous occupons pas de ces questions. Non. Ils ont dit, nous avons une responsabilité morale à combattre un fléau qui est non chrétien, qui est inadmissible et qui sublime l'inégalité et l'iniquité. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont pris leurs responsabilités 100 ans après la fin de la guerre de sécession. 100 ans après. Donc, l'Église libère. L'Église libère aussi en Afrique du Sud. Ça, c'est clair. Parce qu'on a utilisé le sanctuaire de l'Église pour organiser des combats politiques. Jusqu'à ce que l'État sud-africain blanc ne le découvre et ne commence à attaquer à l'intérieur des églises. Mais des gens comme Desmond Tutu, plusieurs fois ont frôlé la mort, avec d'ailleurs beaucoup de courage et de volonté de mourir si nécessaire. Donc l'Église a libéré. Mais moi, je me méfie d'une Église un peu dangereuse. C'est-à-dire l'Église qui dit que la prière accomplira ce que le travail n'a pas accompli. Je me méfie de cette Église-là. Donc, il y a une substitution. Au lieu de réfléchir sur les vrais problèmes, il y a un transport de responsabilité et une approche à laquelle moi je n'adhère pas. C'est-à-dire de dire que ne faites rien, sauf la prière, et vos problèmes seront résolus. Je dis non. Travaillez d'abord, priez ensuite, mélangez les deux et ça va avancer. Maintenant, il y a aussi des églises de l'exploitation. Je m'excuse, hein? Moi je dis ce que je pense. Il y a des pasteurs qui sont 100 fois plus riches que les ouailles qui sont supposés sauver. Et qui ont fait subir un lavage de cerveau à ces derniers. Au point où des foyers ont été détruits, que je connais. On dit, les anges sont dans l'église, les démons sont dans les familles. Votre mari avec qui vous êtes là, madame, c'est un démon. Votre épouse que vous voyez là, c'est un démon aussi. Non, moi je pense que c'est extrêmement dangereux. Or, la pauvreté matérielle a emmené beaucoup de gens à déverser leur espoir dans des chimères. Il y a des très bons pasteurs, dévoués, sérieux. Mais il y a aussi un minimum, une minorité d'entre eux qui profitent de cette situation pour exploiter les gens. Donc moi, ce sont ces deux aspects de l'Église que je voudrais. Il y a
d'églises qui accomplit des choses que tout le monde a vues. Mais pour moi, on a une tendance à croire qu'en priant beaucoup, les choses vont changer d'elles-mêmes et par elles-mêmes. Je me permets de croire que c'est un danger. Je me permets de croire que c'est un danger. Et je n'adhère pas personnellement à cette vision. Je crois d'abord au travail et ensuite la prière pour sublimer le travail, pour le rendre plus productif. Ça, je crois à ça. C'est dans notre effort que Dieu nous bénit. Dieu ne peut pas nous bénir si nous ne faisons pas des efforts. Et ces efforts que le président Badakani fait, c'est là où les bénédictions de Dieu l'accompagnent. C'est pourquoi, en tant que ce serviteur de Dieu, vu les efforts du président Badakani, en tant qu'homme de Dieu, je l'accompagne dans ses efforts. Nous l'accompagnons dans ses efforts. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, révérend. Monsieur Olivier Ebalé, qu'est-ce que la communauté internationale? Monsieur Ebalé, je ne sais pas si on peut donner une réponse en moins de 3 heures de temps. Hein? Parce que c'est un problème. Chacun a sa définition. La communauté internationale, pour beaucoup de nos dirigeants, est un slogan. Un slogan qui permet de tout passer, tout faire passer, sans bénéfice, à mon avis, d'analyse. La communauté internationale, pour beaucoup de dirigeants, surtout africains, sert à expliquer pourquoi est-ce qu'on a pris telle ou telle décision nationale et qu'on ne pouvait pas faire autrement, qu'on était contraint et que le rapport de force était contre nous. Moi, je me méfie beaucoup de ce qu'on appelle, entre guillemets, la communauté internationale. Et ma conviction, c'est qu'elle se rapporte à 5 pays qui siègent au Conseil de sécurité. C'est ce que je crains. C'est ce que je crains. Maintenant, le Conseil de sécurité lui-même est un problème de plus en plus. Le Conseil de sécurité a été... Pourquoi est-ce qu'il y a eu le droit de veto au Conseil de sécurité? D'abord, c'est le reflet d'un rapport de force des pays gagnants, tous ceux qui ont gagné, en dehors de la Chine, bien sûr. Mais ils se retrouvent dans ceux qui vont dicter et composer le nouvel ordre juridique et sociétal international. Donc, ça répond toujours à l'approche occidentale. The winner takes all strategy. C'est ça. Donc, je ne sais pas comment on peut avoir la paix internationale, la justice internationale, en disant que ceux qui ont gagné doivent dicter leurs lois à ceux qui ont perdu ou ceux qui sont soi-disant dans les marges de la société internationale. Je ne crois pas non plus à la notion de marge. Je ne crois pas à ça. Donc, le Conseil de sécurité, et je m'en vais vous le dire, ça va peut-être choquer beaucoup d'entre vous, quand on dit la réforme du Conseil de sécurité, pour moi c'est un faux débat. Si vous prenez l'approche réaliste des relations internationales, telles que le Morgenthau, ce sont des auteurs qu'on récite dans nos amphithéâtres. Bon, Morgenthau n'a pas écrit sur l'Afrique, mais on le récite tout le temps quand même. Ils disent la puissance, elle est d'abord militaire. La puissance, c'est l'intérêt des États qu'il faut préserver. La puissance, l'approche réaliste, c'est le conflit prédomine sur la coopération. Et la puissance armée est supérieure à la puissance économique. En gros. Pourquoi c'est un problème? C'est que le Conseil de sécurité est la matérialisation de cette approche. Puisque c'est le seul organe des Nations Unies dont les délibérations ont force de loi. Vous ne pouvez pas dire, moi ça ne m'intéresse pas, c'est une simple résolution. Non. Quand ça vient du Conseil de sécurité, c'est exécutoire. Si vous ne voulez pas, on vous envoie les forces armées. Pourquoi est-ce que je ne crois pas au Conseil de sécurité en termes de réforme? Moi, si j'étais la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'ex-Union soviétique,
je ne changerai jamais la structure du Conseil de sécurité. Jamais. Jamais. Parce que ce n'est pas à leur avantage de le faire. L'approche réaliste dit que non, nous on a gagné la guerre. Donc, nous devons continuer à avoir le monde selon notre manière de voir. C'est ça que ce conseil, le veto et tout ça. Le veto consacre quoi? L'inégalité structurelle des États membres qui siègent à New York. C'est ça. Mais quand les Africains disent, nous voulons entrer au Conseil de sécurité, bon, on vous demande, vous allez entrer avec le veto, on dit oh, peut-être oui, peut-être non. Moi je dis, mais ça n'a pas de sens. Si vous voulez entrer au Conseil de sécurité, ça ne peut être qu'avec votre arme atomique, laquelle a déjà été trouvée où? En Afrique du Sud. Puisque en 1981, dans le désert du Kalahari, a été testée positivement la bombe atomique sud-africaine. Donc vous ne pouvez pas désapprendre ce que vous avez déjà appris, puisque des générations d'ingénieurs l'ont fait. Donc sont là, avec d'ailleurs l'apport de la France, qui appuyait quoi? L'Afrique du Sud raciste, pour trouver cette bombe atomique. D'accord? Donc, je suis contre l'idée que nous devons nous battre pour entrer au Conseil de sécurité. Ça ne sert à rien pour moi. Créons notre propre organe qui va maintenant donner le change au Conseil de sécurité. Moi, c'est ma manière de voir. La première réforme du Conseil de sécurité, entre guillemets, date de 1974. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a encore trouvé la bonne formule. Vous trouvez que c'est normal, ça? On trouve très bien la formule du Covid en moins d'un an, non? En moins d'un an, on a trouvé. Mais le Conseil de sécurité, on dit oui, bon, il y a une telle possibilité. Ils ne veulent pas de ça. Et moi, je dis, c'est tout à fait normal. Quel pays veut diluer sa force? Ça n'a pas de sens. Donc, nous devons, comprendre cela, de nous organiser avec une façon alternative de nous faire entendre dans le monde. Voilà ce que je dirais par rapport à cette question. Maintenant, M. Yango, le panafricanisme, les accords de coopération. Je pense que Mathias Eric qui est là va vous en parler plus en détail. Je pense que c'était des accords secrets, non? Si je ne me trompe pas. Il y avait le terme secret là-dedans, non? Bon, ce n'est pas un hasard. Hein? Le terme secret n'est pas un qualificatif qui arrive là par hasard. Vous comprendrez pourquoi. Parce que ce qui était dedans était simplement abject. On parlait de l'indépendance en s'assurant qu'elle n'existe pas en réalité. Et nous n'avions pas la possibilité de dire oui ou non, puisqu'on ne nous posait pas la question. On disait, vous allez signer ici, et on signait. Alors, comment c'est possible? C'est parce que notre système éducatif est un système, justement, qui nous montre notre incapacité à prendre notre destin en main. Quand vous regardez bien, et nous-mêmes, les enseignants, il y a des enseignants qui disent, répétez tout ce que je vous ai dit dans l'examen. Vous n'aurez jamais ça en Chine, jamais ça aux États-Unis, jamais. On dit, comment est-ce que vous résolvez tel problème? Et il n'y a pas une manière, il y a plusieurs façons d'atteindre des résultats. Là, vous formez une élite pensante capable de résoudre des problèmes. Mais quand nous-mêmes, nous exigeons de former des perroquets ou des magnétophones, oui, comme l'a dit-elle en 1942, etc. Qui était ce monsieur? Je n'en sais rien. Nous sommes à Douala, n'est-ce pas? Qui était Lacantini? Qui était Alfred Sacker? Qui était, je ne sais pas moi, tous ces gens-là? Dominique Savio. Je ne sais pas si dans cette salle, chacun peut me répondre avec exactitude qui sont ces gens. Mais nous sommes ainsi faits que nous allons répéter ça à longueur de journée sans nous poser la question cruciale. Qui était-il? Que faisait-il ici? Comment sont-ils arrivés ici? Et pour quel objectif? Et ça, les Chinois vont le faire systématiquement. Les Chinois vont comprendre que dans tout ce que nous posons comme acte, nous devons mettre nos intérêts avant. Ça veut donc dire qu'ils les ont définis au préalable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons défini aucun de nos intérêts en réalité. Et quand nous le faisons, nous appelons d'abord ce que nous entendons par puissance étrangère. C'est un terme que je n'utilise jamais. Ce sont les pays
avec lesquels nous collaborons. Je n'utilise pas le terme puissance. Bon, donc pour moi, ces accords-là, je pense que Mathias Eric pourra vous en parler davantage, mais c'était des accords léoniens. On appelle ça léoniens, c'est-à-dire totalement déséquilibrés, avec ceux qui profitaient de tout et les autres qui n'avaient rien là-dedans. En fait, c'était des accords caractérisés par un déséquilibre flagrant, où nous n'avions pas le droit d'exploiter nos propres ressources. L'Afrique a des ressources, mais n'a pas de richesse. Il faut donc transformer ces ressources en richesse. Richesse quand elle profite aux Africains et quand elle les aide à avoir un meilleur niveau de vie. Ça devient une richesse. Mais tant que c'est là, dans le sous-sol, c'est une ressource. C'est tout. Ce n'est rien d'autre. Et je pense qu'il faut faire très attention. Docteur Nouma, la géopolitique et la finance. Bon, je crois que vous avez vous-même répondu à beaucoup de votre questionnement. Hein. Comment comprendre la faiblesse de l'implication de l'Afrique dans la finance internationale? Ça se comprend très bien, puisque nous ne manageons pas nous-mêmes nos monnaies, pour la plupart des pays, en tout cas francophones. On n'a rien à dire là-dessus. Les leviers ne sont pas chez nous. Mais les pays anglophones, tels que le Nigeria, tels que l'Afrique du Sud, tels que le Ghana, oui, ils ont à dire sur les monnaies qui sont les leurs et dont ils sont les managers. Les bourses financières les plus importantes sont bien sûr à Johannesburg, par exemple, où c'est une bourse de classe internationale, mais les bourses francophones, financières francophones, sont sujettes à caution, je dirais, pour ne pas en dire plus. Voilà. Monsieur Oyono Samson, vous avez dit beaucoup de choses. Vraiment, je ne peux pas répéter tout ce que vous avez dit, mais je pense que le fond de notre problème, il est d'abord dans la manière dont nous avons structuré notre être profond. Avec la haine de soi, avec l'autoflagellation, on n'ira nulle part. Tant que nous haïssons nous-mêmes, tant qu'on a horreur d'être qui nous sommes, on ne peut pas parler de développement. Quel développement? Le développement peut-être de l'autoflagellation, peut-être. Donc, moi, je crois qu'il faut vraiment, effectivement, je reviens à ce que le docteur nous disait, il faut commencer par les basics, par le début, par la base. Et la base, pour moi, c'est ce que nous enseignons à nos étudiants depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Quand ils arrivent à l'université, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors, que font les Chinois? Ou même que font les Japonais d'abord? Les Japonais ont une année. Quand vous avez 6 ans, vous n'apprenez rien d'autre que la culture et la civilisation japonaise. Entre 6 et 7 ans. Cette année-là, vous ne faites rien d'autre. Pas de calcul, pas de leçons, rien d'autre. Vous faites que ça. Vous apprenez la civilisation japonaise, la manière de vivre japonaise, la politesse japonaise, les générations japonaises, tout ça. Rien que ça. Très intéressant. La structure de l'enseignement chinois est basée autour d'une figure tutélaire qui s'appelle Confucius. 7e siècle avant Jésus-Christ. Parce que nous, quand nous parlons de Cheikh Anta Diop, on dit mais c'est de l'histoire ancienne. Je dis Confucius, 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est lui qui est le maître à penser aujourd'hui de tous les Chinois. Quand vous êtes à l'école primaire, on vous enseigne l'enfance de Confucius. Quand vous êtes à l'école secondaire, on vous enseigne l'adolescence et la maturation graduelle de Confucius. Quand vous êtes à l'université, on vous enseigne les œuvres et la philosophie de Confucius. C'est comme ça qu'est structurée l'éducation chinoise. En dehors des études techniques ou technologiques que vous pouvez faire, vous avez d'abord ce corpus. Donc tous les Chinois ont un soubassement qui est le même, le plus petit dénominateur commun, tous. Quelle est la figure tutélaire de l'Afrique? Qui nous rassemble? À qui faisons-nous tous référence en tant qu'Africains? Ça n'existe pas. Chacun vient tirer de son côté, vient tirer sur l'autre. Donc, moi, je propose que quelqu'un comme Cheikh Anta Diop soit, pour nous, un pôle fédérateur de la pensée. Et qu'on l'enseigne
depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 21 ans. Je vais terminer, Président, en disant que le panafricanisme théorique dont vous avez fait allusion, bon, pour moi, il y a plusieurs variations de panafricanisme. Vous avez le panafricanisme culturel qui est né de la négation de l'humanité chez l'Africain. C'était les George Padmore, mais également, surtout, William Du Bois, qui a eu l'audace d'écrire une thèse sur l'importance de l'Afrique dans le monde. Bon, en 1901, 1902, il fallait oser l'écrire, sans être lynché. Bon. Donc, après le panafricanisme culturel, vous avez le panafricanisme politique, qui maintenant réclame la souveraineté, réclame la reconnaissance des droits humains aux Africains, politiques, économiques, sociaux et tout. Après, vous avez ce qu'on appelait le panafricanisme messianique, c'est-à-dire des personnes comme Bob Marley. Parce que dans sa musique, c'est lui qui enseigne en fait la jonction entre les Caraïbes et l'Afrique, mieux que nous dans les amphis. Et quand vous écoutez bien Africa Must Unite, il y a tout dedans. Zimbabwe, il y a tout dedans. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Tout comme les Kassav, dont l'un des chefs vient de mourir. Donc ils ont un rôle très important dans l'unification et qui montre que nous sommes un. Et nous avons tendance à oublier les Africains américains qui nous accusent d'une deuxième trahison. Aujourd'hui, on va revenir peut-être dessus un jour, mais c'est quelque chose qu'on doit regarder. Après, vous avez le panafricanisme économique. Des gens comme Edem Kodjo, parce qu'en fait, le traité d'Abuja, le plan d'action de Lagos, c'était ça, panafricanisme économique. Mais tout ça a un problème. C'est que la culture est la base de tout. Vous prenez Julius Nyerere, le Mwalimu. Bon, je termine par là. C'est un exemple très intéressant. Quand il fait le Jama, en 1967, ça part de très très bonnes idées. Il dit, les paysans africains qui composent la grande majorité de la population vivent dans la pauvreté. Il faut relever leur niveau de vie en les regroupant dans des communautés auxquelles nous allons fournir les moyens modernes pour multiplier leur agriculture, de la rendre productive. C'est très bien. C'est parfait. Et venant de Mwalimu Nyerere, c'était quelqu'un de très sincère, puisque c'est l'un des présidents qui a refusé qu'on lui construise une maison de retraite. Mais les Tanzaniens ont quand même fait une collecte et ils ont imposé ça. Il a dit à condition qu'elle soit modeste. Mais il ne voulait même pas de ça. Il disait qu'il a la vieille maison de ses parents et il va aller là-bas. On lui a dit quand même. Bon, donc c'est pour dire qu'il était honnête. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Jama va échouer. Et il va aller au créneau lui-même, dire mea culpa, nous avons échoué. Et pourquoi le Jama échoue? Sur un critère auquel personne n'a pensé, mais qui est typiquement africain et culturel. L'idée qu'on doit augmenter la production, c'est bien. On va donner de l'eau, de l'électricité à chaque nouveau regroupement, c'est vrai. Mais on a oublié une chose. Les chefs de famille ont dit qu'il est hors de question qu'ils quittent le lieu où est enterré le cordon ombilical de leur ancêtre. Voilà le problème. Personne n'a voulu changer de village. Et finalement, on les mettait manu militari dans des camions pour les faire changer. C'est là que Jules Nyerere a dit non, on va arrêter. Et en 1917, il a déclaré que c'était un échec. Donc, une variable culturelle simple va faire catapulter un projet apparemment très bon. C'est donc pour dire qu'il ne faut pas s'amuser avec ces aspects. On ne peut pas dire que nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Chine, Non, chacun a sa spécificité. Il s'agit de sublimer cette spécificité et la moderniser. Pour moi, le futur de l'Afrique, c'est quoi? C'est la modernisation de notre africanité et la mise en contexte moderne de cette africanité. Je vous remercie de votre bienveillante attention.
Le panafricanisme, quoique né dans un contexte colonial, s'est inscrit dès le départ dans une perspective universaliste comme vocation l'entrée de l'homme noir dans la construction du monde. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.